Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les sorties que j'attends le plus pour le mois d'août. D'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, elle sort demain, donc ça sera le 1er août, pas mal en termes de timing. J'ai noté autant de sorties en VO qu'en VF, je crois. En tout cas, je sais que j'ai 20 sorties au total. Comme d'habitude, on commence par la VO, j'ai tous les résumés qui sont notés, les genres, la date de sortie, et après on enchaîne avec la VF. J'ai essayé de mettre des genres plus variés que ce que je mets d'habitude, et là vraiment, il y avait plein de choses différentes en termes de synopsis, en termes de genre, donc je suis trop contente de ma petite sélection. Bien évidemment, vous vous doutez bien que j'achèterai pas les 20 livres que je mentionne, mais le but c'est un petit peu de faire cette petite sélection et de chercher après des retours sur ces livres-là et de voir lesquels me parlent le plus en fonction des retours que j'entends dessus. Donc c'est parti. En premier, le 4 août, on a un thriller horreur, un nouveau Riley Sager qui s'appelle The Unknown. Le résumé nous dit: en 1926, 5 femmes ont disparu d'une île isolée du Vermont. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, l'histoire se répète. Marine Kane, une actrice en quête de percée, est stupéfaite de décrocher un rôle dans un film d'envergure consacré au mystère non élucidé de New Avalon, une île située sur le vaste lac Faraday dans le Vermont. Sa surprise est d'autant plus grande lorsqu'elle apprend que ce rôle implique un séjour de recherche d'une semaine sur les lieux mêmes de l'affaire. Car New Avalon n'est pas une île ordinaire. Il y a un siècle, elle abritait une communauté de médiums jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous en 1926. La seule trace retrouvée fut celle de 5 robes suspendues aux branches d'un vieux chêne au centre de l'île, une pour chacune des disparues. Certains habitants affirment qu'elles sont simplement parties, d'autres pensent qu'elles ont été assassinées. Mais l'hypothèse la plus répandue, étayée par le journal intime laissé par l'une des disparues, une jeune femme nommée Daisy Roux, suggère qu'une séance de spiritisme ayant mal tourné a invoqué une entité surnaturelle qui les a emportées une à une. Peu après leur arrivée, Marine et ses partenaires de jeu, parmi lesquels figurent la légendaire actrice Violet Wright et le réalisateur en vogue Ronan Peters, réalisent que quelque chose cloche sur l'île. Ils entendent des bruits étranges durant la nuit et découvrent des symboles mystérieux laissés par les anciens occupants. Puis, à la suite d'une urgence médicale soudaine qui les laisse bloqués sur l'île, les disparitions recommencent. S'agit-il de l'œuvre de quelqu'un cherchant à saboter le film, ou le passé surnaturel supposé de l'île est-il en train de rattraper le présent? Alors que la peur et la méfiance s'installent, Marine se tourne vers le journal de Daisy, espérant y trouver la clé pour comprendre ce qui est réellement arrivé aux femmes de New Avalon et empêcher l'histoire terrible de l'île de se reproduire. Franchement, hyper intriguant. Je pense que ça sera probablement, connaissant l'auteur, je pense voir un petit peu peut-être la justification arriver, mais c'est toujours très bien fait et ça reste très surprenant. Donc je suis hyper intriguée. Riley Sager, c'est vraiment un auteur que j'adore. Ensuite, le suivant, c'est une lecture qui change un petit peu de ce que je lis habituellement, mais qui fait partie du type de livre que j'ai envie justement de plus inclure dans mes lectures. Ça s'appelle Etna de Paul Yoon. C'est de la fiction et ça sort le 4 août. C'est écrit. Paul Yoon, auteur très apprécié et lauréat du prix de Story Prize, revient avec l'histoire inoubliable d'Etna, un chien de travail qui, au lendemain d'une guerre dévastatrice, entreprend une odyssée dans l'espoir de regagner son foyer. Situé de nos jours dans un pays imaginaire, ce récit est raconté du point de vue d'Etna, un ancien chien militaire. Après avoir survécu à des années de guerre ravageuse, Etna décide une nuit de quitter les hommes à côté desquels il a combattu, pour rentrer chez lui, là où on l'avait arraché à son foyer lorsqu'il était jeune, avec le mince mais tenace espoir que, s'il lui reste un chez-soi, c'est peut-être là qu'il se trouve. Ainsi commence une odyssée captivante, vue à travers les yeux d'un chien qui traverse des paysages en ruine et lutte pour survivre dans un monde qui, même en temps de paix, s'avère tout aussi précaire. En chemin, il croise la route d'autres animaux et d'humains cherchant eux aussi à reconstruire leur vie. De quoi est faite une existence lorsqu'il n'y a plus de foyer où retourner? Comment réapprendre à faire confiance après une perte aussi profonde? C'est un roman sur la puissance d'une idée et sur la persévérance, une œuvre qui en fin de compte célèbre la capacité à trouver de l'espoir au cœur des heures les plus sombres. Ça a l'air hyper intéressant et c'est un auteur que je connais pas du tout. Ensuite, on a de la science-fiction avec The Infinite State de Richard Swan. Celui-ci, je crois que je l'aurai dans la Broken Binding sur les nouvelles parutions du mois. Il sort aussi le 4 août. C'est écrit: The Infinite State souffre sur un moment charnière dans la vie d'une veuve issue du parti au pouvoir, d'un enquêteur déchu et d'un pilote de vaisseau ultra rapide, tous trois pris dans un complot visant à échapper à l'autorité étouffante d'un État fasciste. Qui vous donne la vie? Pater Aeternus. Le mari de Catherine Fuller est mort, membre éminent du Pater Aeternus, le parti au pouvoir de l'Empire des Curions, régime fasciste s'étendant à travers la galaxie. Il a laissé derrière lui une fortune incommensurable, et Catherine est sur le point d'en hériter. Qui donne un sens à votre existence? Pater Aeternus. Sous le règne du Père éternel, la vie est strictement hiérarchisée, surveillée et contrôlée. Chaque nouvelle journée est une épreuve à endurer plutôt qu'une vie à vivre. Mais grâce à sa fortune soudaine, Catherine se voit offrir une opportunité rare et périlleuse. Acquérir un monde vierge pour y bâtir une société meilleure et plus juste. Qui vous apporte la joie?
Pater Aeternus. Cependant, l'Empire ne peut tolérer la réussite de cette fille rebelle. Alors qu'elle œuvre dans l'ombre pour recruter des alliés dont elle ne sait même pas si elle peut se fier, Catherine découvre jusqu'où Pater Aeternus est prêt à aller pour l'arrêter, car Catherine s'apprête à créer quelque chose que personne n'a vu depuis bien longtemps, une démocratie. Ça a l'air hyper bien, une vibe un petit peu dans le côté science-fiction et empire fasciste à la Star Wars. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, ça a l'air vraiment trop cool. Je sais pas si c'est une saga par contre ou si c'est juste un one-shot. Ensuite, toujours le 4 août, on a un mystery thriller, You'll Be Sorry, de Lisa Gardner, qui est une autrice très réputée de thriller anglophone. Un couple de jeunes mariés, chacun avec ses secrets. Un chalet abandonné, théâtre d'un mystère effroyable vieux de plusieurs décennies. Et une petite ville de montagne où chacun croit connaître ses voisins alors qu'il n'en est rien. Pour Raquel et Théo Collins, ce fut le coup de foudre. Raquel, architecte d'intérieur de renom, et Théo, un génie de la finance au tempérament impétueux, se sont rencontrés et mariés en quelques mois à peine, avant d'être frappés par une terrible tragédie. Aujourd'hui, douloureusement conscients du fossé qui s'est creusé entre eux, ils s'installent dans une bourgade isolée du New Hampshire pour prendre un nouveau départ. Perché sur un promontoire offrant une vue imprenable, le chalet de la famille Dixon fut jadis le joyau de la montagne. Jusqu'à cette nuit d'août, où les parents et leurs 4 enfants disparurent, laissant derrière eux une traînée de pas ensanglantés et un mystère resté entier pendant 30 ans. À présent, les nouveaux occupants, les Collins, arrivent, et l'ancien chalet prestigieux s'éveille à nouveau. Pour Amanda Grady, qui a récemment succédé à son père au poste de chef de la police de Sherford, voir la propriété délabrée des Dixon reprendre vie est une bonne chose. Toutefois, l'arrivée de cette nouvelle famille dans la vieille demeure ne réjouit pas tout le monde, et il se pourrait bien que le passé occulte des lieux ait refait surface avec une violence inouïe. Lorsqu'un chien errant mène à la découverte d'un squelette sur la propriété, Raquel et Théo se retrouvent face à un choix redoutable. Que croire? À qui se fier? Comment survivre? Car dans le minuscule village de Sherford, l'heure de la vérité a sonné. Habitants, nouveaux voisins et jeunes chefs de la police doivent unir leurs forces pour élucider les événements terrifiants survenus une nuit 30 ans plus tôt, sous peine de « tu vas le regretter amèrement ». Voilà, c'est comme ça que se coupe le résumé. Ça a l'air intriguant, j'aime beaucoup, j'ai remarqué dans les thrillers que ce que j'aime énormément globalement, c'est les thrillers où on a des vieilles enquêtes qu'on va essayer de résoudre. C'est soit les affaires de disparition, soit les vieilles enquêtes que j'aime beaucoup. Après, on a de la fiction, romance, réalisme magique, toujours le 4 août, avec The Wild Beneath de Kelly Anderson. C'est écrit pour les lecteurs de Wild Dark Shore et de The Time Traveler's Wife, c'est dur à dire. Voici une histoire intense et envoûtante, celle d'une femme tiraillée entre son premier amour et un mystérieux inconnu qui bouleverse tout, ainsi qu'entre deux mondes qui refusent de la laisser partir. Annie MacLeod, je pense que c'est un nom écossais ou irlandais et ça veut dire que je le prononce probablement absolument pas comme ça se prononce puisque ça ne se prononce pas comme ça se lit. On va dire Annie a toujours su qu'elle était différente. Elle a grandi sur un voilier dans le nord-ouest du Pacifique, naviguant aux étoiles et nageant aux côtés de créatures marines en compagnie de ses parents et de son meilleur ami Evan. Mais lorsqu'un tsunami brise son univers, Annie se retrouve bloquée sur la terre ferme et contrainte de faire face à sa propre singularité. Au milieu des décombres, elle sauve un homme muet nommé Walker qui émet une vibration sonore que seule elle peut percevoir. Leur connexion est immédiate, électrique. Le simple contact de Walker procure à Annie des visions d'un monde océanique caché, une vie qu'elle n'a jamais connue mais vers laquelle elle se sent inexplicablement attirée. Pourtant, alors qu'elle est aimantée par lui, Evan, cet amour indéfectible toujours présent à ses côtés, demeure sur la terre ferme, incarnant une stabilité qu'elle devra peut-être abandonner. Annie est déchirée entre la présence rassurante d'Evan et les secrets magnétiques de Walker. Mais soudain, Walker disparaît, emportant avec lui les réponses dont elle a besoin pour comprendre qui elle est vraiment. 6 ans plus tard, je déteste les ellipses. Voilà, par contre, je vous préviens, donc ça a intérêt à être bien fait parce que je déteste ça. 6 ans plus tard, Annie a quitté la mer et enfoui le passé, jusqu'à ce que la vibration surnaturelle de Walker refasse surface, l'attirant de nouveau vers l'océan et la vie qu'elle avait délaissée. La vérité qui gît sous les flots est bien plus ancienne qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Annie doit alors faire un choix qui mettra son cœur à l'épreuve et déterminera son avenir. Ça a l'air trop bien, en vrai, par contre, mis à part l'ellipse. Toujours le 4 août, on a de la fantasy et young adulte queer, donc lesbienne, avec Immortal Game de Alison Saft. Il y a 6 ans, la sœur de She Fury a été enlevée par le haut roi de l'autre monde, souverain de la terre périlleuse des fées. Bien que She ait passé tout ce temps... Shay? Ah ouais? Pas merci. Bien que Shay ait passé tout ce temps à rêver de délivrer sa sœur, le voile de fer, séparant le monde des humains de celui des fées, a rendu ce souhait inaccessible. Jusqu'au jour où une invitation à participer à un tournoi d'échecs unique en son genre, organisé dans l'autre monde, arrive chez elle. Le vainqueur du tournoi pourra demander au haut roi d'exaucer un vœu. Pour Shay, c'est enfin l'occasion de réaliser le sien. Mais participer au tournoi et le remporter sont deux choses bien différentes. Une magie noire rôde à chaque coin de l'autre monde et les adversaires impitoyables de Shay sont prêts à contourner les règles pour voir leurs propres vœux se réaliser. Pour aller jusqu'au bout et retrouver sa sœur, elle est contrainte de s'allier à sa rivale de toujours, la princesse fée Kiara de Brilith, d'une beauté tranchante. Cependant, un seul faux pas pourrait coûter bien plus que la victoire à Shay, elle risquerait de perdre sa sœur, sa dignité et peut-être même la vie. Avec Immortal Game, Alison Saft signe une romance saphique aux enjeux élevés, empreinte d'une intense tension compétitive et ancrée dans un univers fantastique et luxuriant inspiré du folklore irlandais. Je l'ai mis parce que c'est
Alison Saft et que c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais vous allez voir que je pense que dans les mois à venir, il va y avoir de moins en moins de fantasy, de romantasy young adulte, beaucoup plus par contre de fantasy adulte, mais je vous ai dit, je fais vraiment ce shift où je me désintéresse quand même globalement beaucoup de la fantasy young adulte. J'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour de ces schémas qui se répètent assez souvent. Ça veut pas dire que j'en lirai pas, mais je vais faire plus attention à ce que je sélectionne, mais celui-ci me plaît parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et on a quand même une deuxième fantasy young adulte, cette fois-ci en Dark Academia aussi, avec Alchemy of Souls de Adriana Mather. Grayson Stone connaît bien l'art de la dissimulation. Sous l'œil vigilant de son oncle, le grand chancelier, il a reçu une formation poussée dans les 4 disciplines magiques tout en œuvrant secrètement contre le régime corrompu de ce dernier. Des années de stratégie reposent sur une condition, être reconnu comme doué lors de l'examen d'entrée à l'université, prouvant ainsi qu'il est l'héritier idéal et gagnant la confiance de son oncle. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et il ne peut compter que sur une seule personne, Héloïse Belle-Rose. Issue d'une famille de travailleurs, Héloïse est la candidate la moins susceptible de devenir mage. Pourtant, à force de travail acharné et d'innombrables heures d'entraînement, elle finit par être admise à la prestigieuse université des mages, assurant ainsi la sécurité et l'avenir de sa famille. Mais la situation dérape lorsqu'elle se retrouve liée par magie à Grayson Stone, l'arrogant enfant chéri de l'école, aussi agaçant qu'irrésistible. Ce lien met en péril non seulement son admission à l'université, mais aussi sa propre vie et celle de ses proches. Héloïse et Grayson disposent de moins de 2 semaines pour résoudre un mystère impossible, un mystère qui, s'il est élucidé, conférera encore plus de pouvoir et de contrôle au chancelier, sous peine d'en subir les conséquences. Contraints de partager la même chambre et de suivre les mêmes cours, tout en feignant une relation amoureuse pour dissimuler leur quête secrète, des étincelles jaillissent inévitablement entre eux. À mesure que leurs sentiments deviennent plus réels, il leur est de plus en plus difficile de maintenir les mensonges nécessaires à leur survie. Alors que le temps presse, sauront-ils faire confiance au lien qui les unit ou leurs mensonges finiront-ils par les séparer à jamais? Voilà. Ensuite, le 11 août, on a de la fantasy horreur gothique avec Reliquary de Anna Witten. Lui, la couverture me plaît bien, j'aime bien la vibe. Ça nous dit: parfois, on a simplement envie de trouver sa place. Lorsque le fiancé de Claire meurt mystérieusement d'une maladie neurologique inconnue, anéantissant apparemment ses espoirs d'appartenance, elle s'apprête à retomber dans la solitude de sa vie passée. Orpheline depuis un accident de bateau insolite survenu dans son enfance, elle ne s'attendait de toute façon jamais à nouer un lien aussi fort que celui qu'elle a partagé avec Elias. Même si, parfois, ce lien semblait relever davantage de l'obligation que d'une réelle envie de sa part. Leur relation n'était pas parfaite, sa froideur, ses secrets, son étrange aversion pour l'océan, mais quelle relation l'est? Lorsque la famille d'Elias, une famille immensément riche avec laquelle il a rompu tout contact, la sollicite pour assister à une veillée funéraire dans leur demeure située sur une île privée, Claire entrevoit la possibilité de renouer des liens, de faire partie d'un tout, comme elle l'a toujours désiré. Comme Elias savait qu'elle en avait désespérément besoin, même si cette famille est quelque peu singulière. Même si leur maison, construite en partie au milieu de l'eau, ravive les souvenirs de l'accident qui a coûté la vie à ses parents et à sa sœur. Même si Ash, le frère aîné d'Elias, semble déterminé à la voir partir au plus vite. Claire ne peut se résoudre à retrouver la solitude. Et alors que la nature étrange du lien unissant Elias et sa famille à l'océan se révèle peu à peu, la fenêtre de tir pour s'échapper se referme rapidement. Le souhaite-t-elle vraiment? On a plusieurs livres autour du thème de l'océan. Pourquoi pas peut-être faire un reading vlog autour de ça, mais c'est très intriguant. Ensuite, on a de la fantasy horreur Dark Academia. On a pas mal de genres qui se mélangent là dans certaines des lectures, donc je suis très intriguée. Pareil, c'est le 11 août et c'est She Still Haunts Me de D. Elizabeth. Ses plaisirs violents ont des fins violentes. Après avoir survécu à une enfance marquée par l'ombre, Mallory Webb est prête à prendre un nouveau départ en étudiant le théâtre dans l'université de sa mère, un ancien sanatorium reconverti en établissement d'arts libéraux dans le Rhode Island. Décrocher le rôle principal dans Roméo et Juliette de Shakespeare ressemble à un rêve. Jusqu'à ce que le spectre sanguinaire responsable de la mort de sa mère refasse surface après des années de silence. Sans autre piste que des symboles énigmatiques inscrits dans un vieux carnet universitaire, Mallory espère découvrir sur le campus la raison de ce tourment qui a frappé sa mère, bien décidée à trouver des réponses avant de subir le même sort. Elle trouve une alliée inattendue en la personne d'Ezra Pierce, l'étudiant de 4e année au charisme magnétique qui met en scène la pièce, et puise du réconfort dans leur alchimie indéniable. Mais Ezra excelle dans l'art de garder des secrets. Il est évident qu'il en sait bien plus qu'il ne le laisse paraître au sujet de Saskia Garin, la mystérieuse doublure de Mallory, dont le passé reflète étrangement le sien. Lorsqu'une entité maléfique et assoiffée de sang surgit pour réclamer son dû, une dette contractée à l'époque de la panique liée aux vampires en Nouvelle-Angleterre, Mallory, Ezra et Saskia devront démêler les liens tragiques qui les unissent et affronter les conséquences dévastatrices de leur propre romance maudite. Ensuite, on a le premier tome d'une duologie de romantasy adulte de Alexandra Bracken qui s'appelle Immortal Rose, qui sort le 18 août. Les anciens membres de la maison Rosebourne possèdent un don étrange, hérité d'une ancêtre féerique, la capacité d'imprégner les parfums d'une magie capable de manipuler l'esprit, le corps et les émotions. Lorsqu'un meurtre choquant met le royaume d'Albion à l'abri d'un coup d'état, le maître espion royal Hugh Thornton recherche la seule personne capable de les aider, Viola Lockwood, la dernière Rosebourne vivante et héritière secrète d'un héritage lourd de conséquences. Furieuse contre l'aristocrate aux yeux d'argent qui l'a fait emprisonner pour la contraindre à obéir, Viola conclut néanmoins un accord avec lui, en échange de la création de Rose Immortelle, le parfum unique capable de sauver Albion.
Albion. Viola, illégitime, pourra s'emparer de la vie et de la fortune qui auraient dû lui revenir, tandis que Hugh et Viola se lancent dans une course contre la montre pour retrouver l'ingrédient féerique perdu du parfum, caché dans les bas-fonds d'Albion. Ils ne peuvent nier l'attirance brûlante qui naît entre eux, d'autant plus que les tentatives d'assassinat contre Viola deviennent de plus en plus audacieuses. Mais une terrible vérité se cache au cœur de leur royaume, et si tout marchait à un prix, la Rose Immortelle pourrait bien exiger plus que Hugh et Viola ne pourront jamais payer. Voilà, bon, celui-ci c'est pas celui qui me tente le plus, honnêtement, mais c'est tout pour les sorties VO, on passe aux sorties VF. En premier, on en a un avec un résumé très court. Le 13 août, c'est un thriller. Il s'appelle Le Cannibale de Malmö. Peut-on guérir le mal absolu ? Les monstres dans mon genre doivent être enfermés derrière les barreaux toute la journée. Et la nuit, on doit les attacher avec des sangles de cuir si serrés qu'il est impossible de trouver le sommeil. Ce sera là mon sort jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Voilà, le résumé n'en dit pas trop, donc du coup c'est hyper intriguant, je trouve. Toujours en thriller, cette fois-ci disparition, donc vraiment ce que j'aime. On a Heartwood de Amity Gage qui sort le 19 août. Au cœur des forêts du Maine, une randonneuse disparaît. Loin de sa destination finale sur le sentier des Appalaches, Valérie Gillis, 42 ans, ne donne plus signe de vie. Seule dans la nature sauvage, elle lutte pour survivre et écrit des lettres à sa mère pour ne pas sombrer. Les recherches s'organisent. Sur le terrain, l'enquête est menée par Beverly, une garde-chasse expérimentée qui fuit un contexte familial difficile. Dans la maison de retraite où elle vit, Lena, qui a entendu parler du drame et croit reconnaître en Valérie sa fille disparue, s'improvise détective en chambre. Mais cette disparition ne semble pas accidentelle. Au fil des recherches, se dessine peu à peu le portrait fragmenté de ces trois femmes. À la fois immersion en pleine nature et roman psychologique, Heartwood explore la complexité et les failles des relations mère-fille, un livre lumineux sur notre éternel espoir de rédemption. Ensuite, on enchaîne avec 2 livres de la même autrice qui s'appellent Vera Buck. C'est des polars tous les deux. Ils sortent le 19 août. Le premier s'appelle Un sombre été. Une villa délabrée vendue 1 euro dans un village fantôme en Sardaigne. Pour Tilda, architecte allemande, c'est une aubaine. À la recherche d'un nouveau départ, elle souhaite rénover l'endroit et tourner la page sur son douloureux passé. Mais l'apparence idyllique du lieu est trompeuse. Les cloches sonnent le dimanche comme par magie et l'on murmure qu'une malédiction plane sur la maison. Avec l'aide d'Enzo, un journaliste qui enquête sur ce village, Tilda tente de percer les mystères qui l'entourent. Lorsque Nino, son jeune frère venu lui rendre visite, disparaît soudainement, elle est prête à tout pour le retrouver. Tilda découvre alors dans l'arrière-pays de l'île une vérité plus sombre que n'importe quelle légende et qui semble étroitement liée à son passé. Car ceux qui s'installent à Bottigali n'achètent pas seulement les murs, ils achètent aussi les secrets qu'ils renferment. Et ensuite, elle en sort un second qui s'appelle La cabane dans les arbres, pareil, polar qui sort le 19 août. Henrik et Nora partent pour des vacances idylliques avec Finn, leur fils de 5 ans. Ils s'installent dans une petite maison isolée au cœur du Västernorrland suédois, mais à peine arrivée, une imperceptible sensation d'oppression les étreint. À quelques kilomètres de là, Rosa, une jeune femme passionnée de botanique, découvre dans les bois le squelette d'un enfant vieux de plusieurs décennies. Puis, Finn disparaît subitement. Alors que ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver, Rosa met à jour un terrible secret, dissimulé au plus profond de la forêt. Y a-t-il un lien entre la disparition de Finn et le petit cadavre? Et qu'en est-il de la cabane dans le vieux frêne, depuis longtemps en ruine? Serait-elle toujours habitée? Ensuite, traduction d'un livre qui avait été très attendu, c'est de l'horreur gothique, fantasy je crois, Fruit of the Flesh de Ivy Ophelia qui sort le 19 août. New York en 1901, l'ancienne ballerine Petronie de Villeray épouse Arkady Kamenev, sculpteur en difficulté. Pour elle, ce mariage est un affront envers sa famille aristocrate. Pour lui, c'est l'occasion inespérée d'attirer le mécénat dont son art a besoin. Dans leur monde de faux semblants, cette alliance n'est qu'un simple arrangement, jusqu'au jour où le couple se retrouve avec un cadavre sur les bras, désormais unis par la loi, Dieu et le sang. Chacun découvre chez l'autre des appétits macabres et dangereux. L'odeur de la mort fait ressortir les plus effroyables penchants et réveille une passion charnelle terrifiante. Alors que la police est sur leurs talons, Petroni et Arkady vont devoir faire front commun pour brouiller les pistes. Parviendront-ils à accorder leur nature monstrueuse pour survivre, car le véritable amour exige un goût certain pour le sang et le sacrifice. Ça a l'air assez original. En parlant de lecture originale, le prochain, c'est de la dark fantasy où tous les protagonistes sont des animaux. Voilà. Ça s'appelle Les Bâtisseurs de Daniel Polanski, ça sort le 20 août. C'est écrit un œil en moins, une aile brisée, un pays volé. La dernière mission a mal tourné. Les années passent, les cicatrices s'estompent, mais les souvenirs, eux, s'enveniment. Pour les animaux de la compagnie du capitaine, survivre a signifié se faire discret, se reconstruire une vie et tenter d'oublier la guerre perdue. Mais à présent, le capitaine frémit à l'idée de prendre sa revanche. Voilà, le résumé on dit pas trop, mais ça m'a intrigué. Ensuite, on a une dystopie SF. Vous savez que j'adore la dystopie, c'est Moisson d'embrun de Yume Kitasai. Dans un futur proche, les mers engloutissent les villes côtières, les autoroutes se délitent sous l'eau et des poissons mutants hantent les profondeurs des océans contrôlés par des pirates. Skipper, la plus jeune de 3 sœurs et navigatrice chevronnée, gagne sa vie en récupérant et en revendant le plastique trouvé dans l'océan afin de prendre soin de sa grand-mère malade. Mais sa sœur aînée, Nora, disparaît. Celle-ci les a quittés 10 ans auparavant afin de trouver un remède aux mauvaises récoltes qui touchent le monde entier. Lorsque Skipper et son autre sœur Carmen reçoivent un appel à l'aide énigmatique, elles doivent mettre de côté leurs différends et partir à la recherche de Nora pour la sauver. Au cours de leur voyage à travers un monde
mourant, à la fois beau et étrange, elles rencontrent d'autres voyageurs et en apprennent davantage sur le travail de leur sœur et sur les entreprises qui convoitent sa découverte. Mais plus elles progressent, plus leur mission devient incertaine. De qui Nora a-t-elle attiré l'attention? Et connaissent-elles vraiment leur sœur? Ou se connaissent-elles vraiment elles-mêmes? C'est ainsi que commence un périple épique à travers les océans et les continents, et une réflexion mélancolique sur la sororité, l'amitié et la catastrophe écologique. Et enfin, il nous en reste 3. On a Cléopatra, donc traduit en Cléopâtre, de Sarah El Harifi, qui sort le 27 août, c'est donc de la mythologie/fiction. À la mort de son père, Cléopâtre, alors âgée de 19 ans, est propulsée sur le trône, ignorant ce que lui réservent les 20 années à venir. Bien que bénie par la déesse Isis, le règne de Cléopâtre est assombri par les interventions romaines, que même sa divinité tutélaire ne parvient pas à endiguer. Elle doit naviguer entre la guerre civile romaine et la colère des dieux, mais surtout résister à l'appel de l'amour. Voilà, c'est une autrice que j'aime bien, Sarah El Harifi, donc j'ai hâte de lire cette réécriture. Et ensuite, on a le premier tome de Jujutsu Kaisen Modulo qui sort le 27 août, pareil, de JJ Akumi. GG, je sais pas comment ça se prononce. Je vous lis pas le résumé parce que si vous avez lu Jujutsu Kaisen mais que vous n'avez pas terminé, ça va vous spoiler. Mais ça se passe en gros des années plus tard, je crois que c'est 80 ans après les événements de fin de Jujutsu Kaisen. Voilà, j'ai très envie de lire ce tome-là, mais il faut d'abord que je lise les... Je crois qu'il m'en reste 9 derniers tomes pour être à jour dans Jujutsu Kaisen. Et enfin, le dernier livre, c'est Une obsession fatale de Nora Robert, qui est un thriller qui sort aussi le 27 août. Le succès était son plus grand rêve, il est devenu son pire cauchemar. Arden Baoui, jeune libraire, voit enfin ses rêves se réaliser quand elle publie son premier thriller. Romancière prometteuse, elle savoure le succès naissant et la vie paisible qu'elle s'est construite à Columbus dans l'Ohio. Mais parmi ses lecteurs se cache Dustin Dubecki. D'abord admirateur secret, Dustin devient peu à peu omniprésent à chaque séance de dédicace. Arden tente d'ignorer le malaise grandissant que cet homme provoque en elle, jusqu'au jour où la fascination tourne à l'obsession. Donc thriller autour d'un stalker, je pense. Kuma a décidé de nous rejoindre pour la fin de la vidéo. Oui, tu es trop mignon, toi. Mais voilà pour les 20 lectures qui me tentent pour ce mois d'août. Je suis très contente parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment des lectures qui sont hyper diversifiées, plein de résumés très différents, donc c'est trop cool. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé des parutions qui vous intéressent aussi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui sortent en août que moi j'ai pas mentionné, ça me permet de les rajouter aux sorties qui pourraient potentiellement m'intéresser. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.